Bonjour, bienvenue à tous dans mon home cinéma. Je ne suis ni acousticien ni ingénieur du son, mais tout simplement un amateur comme vous très probablement de beaux sons et de belles images. J'ai beaucoup écouté, comparé, lu, et l'objectif de cette vidéo sera de voir comment on pourrait se constituer, comment on peut réaliser un home cinéma compatible avec les trois formats sonores en trois dimensions bien connus, le Dolby Atmos, le DTS:X et l'Oro 3D, et tout cela sans se ruiner. En étant un peu bricoleur, vous allez voir qu'on peut réaliser des choses tout à fait satisfaisantes. Mais avant de commencer, un premier conseil, même deux. Le premier, sans doute le plus important, si vous commencez ou même si vous voulez compléter et améliorer votre installation existante, privilégiez toujours la qualité à la quantité. Une bonne base en 5.1, canal de gauche, voix centrale, canal de droite et puis deux enceintes surround et un subwoofer, eh bien cette configuration-là vous offrira de bien meilleurs résultats qu'une multitude d'enceintes médiocres placées un peu partout et raccordées à une amplification de bas de gamme. Donc, avant de songer à faire évoluer votre ensemble, assurez-vous que vous possédez déjà une solide base de départ en 5.1. Une seconde recommandation, un subwoofer, c'est bien, deux, c'est mieux. Vous savez, le subwoofer, c'est cette grosse enceinte acoustique destinée à restituer les fréquences graves et extrêmes graves. Deux subwoofers, ce n'est pas spécialement pour réveiller tout votre voisinage à 3 heures du matin, ce n'est pas une question de puissance, mais placés forcément à deux endroits différents, il faut savoir que deux subwoofers restitueront l'extrême grave avec plus de linéarité et un meilleur équilibre même si les fréquences graves sont peu directives. Donc vous aurez, disons, une meilleure assise et le son sera plus équilibré. Ça vaut la peine d'essayer. Mieux vaut donc investir dans deux subwoofers pas trop volumineux ni trop puissants, en tenant compte bien sûr des dimensions de votre local, plutôt que de vouloir acheter un très gros subwoofer 3 ou 4 fois plus cher, mais seul. Bon, eh bien, allons-y pour un petit tour du propriétaire. Maître Yoda veille sur nous. Voilà, et on va prendre un peu de recul. Voici la partie avant, avec les trois enceintes avant, le gauche, le canal central et l'enceinte de droite. Et vous voyez en dessous les subwoofers, l'amplification et d'autres appareils. Et l'écran est surmonté des enceintes en hauteur pour l'avant gauche et l'avant droit. Je vais tourner sur la droite. Nous saluons au passage Harry Potter et nous continuons. Je tourne et nous arrivons aux enceintes latérales, l'enceinte latérale droite, surround droit. Je continue. Nous arrivons à l'arrière de la pièce où nous avons d'abord les deux enceintes, comme on dit surround back, les voici. Et puis je peux me lever un peu, relever ceci, et vous voyez le projecteur ainsi que les deux enceintes en hauteur, gauche et droite à l'arrière du local. Je continue, je tourne toujours. Nous arrivons du côté gauche de la pièce où se trouve, outre la porte que vous voyez, l'autre enceinte surround, l'enceinte surround gauche, et nous aurons fait le tour de la pièce. Voilà, nous revenons et voici à nouveau la partie avant. Je vais m'approcher du haut-parleur central afin de vous présenter d'un peu plus près les enceintes que j'ai choisies et qui sont installées ici. Mon choix d'enceinte acoustique s'est porté vers la gamme bronze du constructeur britannique Monitor Audio. Excellente qualité de fabrication, haut-parleur en alliage de métal ultra rigide et léger, la technologie CCM pour Ceramic Coated Aluminium Magnesium. Vous allez voir, je vais retirer voilà la grille qui est aimantée et vous voyez les haut-parleurs de l'enceinte centrale, les deux haut-parleurs de basse, de bas médium et le haut-parleur d'aigu. Très belle finition, excellente enceinte qui existe en plusieurs couleurs. Je voudrais aussi ajouter que vous allez constater que
La pièce dans laquelle vous êtes, vous l'aurez peut-être vu lors du premier tour d'horizon, est loin d'être parfaite, mais on doit faire avec ce qu'on a, et ce n'est pas parce qu'un local n'est pas parfait que l'on ne peut pas déjà profiter pleinement du plaisir du home cinéma. Voyons un petit peu l'arrière d'une enceinte de cette gamme bronze. Voici la cadette de la gamme, la bronze 1, et je la retourne et vous voyez les borniers de liaison sont très très bien et l'accès est très facile. Il y a même ici une fixation possible pour pouvoir accrocher l'enceinte au mur avec l'appareil adéquat qui est fourni par Monitor Audio et qui permet ainsi de l'orienter dans la direction que vous souhaitez. L'avant, c'est capital. 2 bronzes 5 colonnes et une bronze centre que je viens de vous présenter. Alors essayez toujours de placer vos enceintes avant, de sorte que les haut-parleurs soient à hauteur d'écoute et sur le même axe, ou du moins de la manière la plus proche possible de l'axe. C'est très important. Vous voyez au passage, je vais d'ailleurs un tout petit peu modifier la position de la caméra pour que cela apparaisse encore mieux. Voilà, ici, c'est très clair. Vous voyez au passage qu'il y a là une armoire. Le haut-parleur de droite est quand même fort dans le coin. Il faudrait casser l'armoire, mais comme je disais tout à l'heure, il faut composer avec ce qu'on a. Le bronze W10 est chargé de restituer le grave et l'extrême grave. Il le fait remarquablement bien avec un haut-parleur principal de 25 cm de diamètre, l'amplification interne étant de 220 watts, tout ce qu'il faut. Et ce n'est pas tout, regardez bien, le haut-parleur d'extrême grave, le subwoofer que voici, possède encore un secret qui se trouve en dessous. Nous allons le basculer encore, l'avancer un tout petit peu pour le basculer ensuite tout doucement et regardez ce que nous découvrons en dessous du subwoofer. Il s'agit ici d'un radiateur passif qui fonctionne de concert avec le haut-parleur principal et qui donne à cette enceinte une pêche tout simplement extraordinaire. Les enceintes en hauteur sont des bronzes 1, à l'avant et à l'arrière. Il est important de les placer légèrement inclinés et dirigés vers la position centrale d'écoute. J'aurais pu placer mes enceintes avant un petit peu plus haut. Vous voyez, encore un peu de place avant d'arriver au plafond. Comme quoi, vraiment, rien n'est parfait. Ici, une observation assez importante s'impose. Dolby préconise des enceintes dans le plafond ou attachées au plafond. Ce n'est pas évident pour tout le monde de trouer à 4 endroits différents son plafond. Afin d'obtenir une solution plus conviviale, disons, Dolby propose d'utiliser des enceintes baptisées Dolby Enabled. Elles doivent être placées au-dessus ou sur les enceintes avant et arrière, légèrement au-dessus du niveau d'écoute, et projettent le son vers le plafond. Le son est alors réfléchi par le plafond vers la zone d'écoute afin de donner l'illusion de venir d'en haut. Ces enceintes sont même équipées d'un filtre spécial favorisant les fréquences donnant la meilleure impression par réflexion et parfois aussi même d'un accessoire dirigeant le son de manière plus efficace encore droit vers le plafond. J'avoue que cette solution ne m'a guère convaincu. Tout d'abord, cela ne peut marcher que si votre plafond est parfaitement plat et qu'il a une surface très bien réfléchissante. De plus, rien ne remplace un vrai haut-parleur placé à l'endroit d'où on veut entendre venir le son. C'est du simple bon sens. J'ai donc opté pour des enceintes en hauteur et je suis ravi du résultat obtenu, y compris pour le Dolby Atmos. Le DTS-X étant un peu plus souple quant au placement des enceintes, pas de souci non plus. Mieux encore, cette configuration, et nous y reviendrons tout à l'heure, est également compatible avec les exigences de l'Euro 3D. La documentation d'Enon Marantz est très claire à ce sujet. Un petit mot tout d'abord quand même encore à propos des enceintes surround.
celles qui sont situées à peu près à hauteur d'oreille. Je viens de vous présenter les bronzes 1, qui sont les enceintes que j'ai utilisées pour les effets en hauteur. Elles sont placées au-dessus des enceintes avant et au-dessus des enceintes arrière, pour les effets en hauteur évidemment. Mais il y a encore les autres enceintes surround, une paire qui se trouve à gauche et à droite des auditeurs, et comme on dit aussi les surround back, qui sont à l'arrière de la pièce et que vous avez vu lors du petit tour d'horizon il y a quelques instants. Il y a une remarque qui s'impose, car les nouveaux formats de son en 3D, donc le Dolby Atmos comme le DTS:X et l'Oro 3D, recommandent d'utiliser comme enceinte surround des enceintes à rayonnement direct et non des enceintes bipolaires ou dipolaires qui diffusent, comme vous le voyez ici, les sons non seulement vers l'avant, mais aussi sur les côtés, et parfois exclusivement par les côtés lorsque les haut-parleurs de bas médium sont également placés sur les côtés, et ceci pour offrir une meilleure immersion, une plus grande impression d'ampleur et d'enveloppement de la musique et des bandes sonores. Bien. Il faut donc observer que la raison pour laquelle ces formats sonores préconisent des enceintes à rayonnement direct, donc rien qu'avec des haut-parleurs sur l'avant, c'est tout simplement parce que les effets des nouvelles bandes sonores en 3D sont déjà inclus dans la prise de son et donc et aussi dans le décodage en 3 dimensions de l'amplificateur. Et donc, diront les techniciens, aussi bien de Dolby que de DTS et d'Oro, il n'est pas nécessaire d'ajouter encore des diffusions sur les côtés à l'aide d'une enceinte bipolaire ou dipolaire. Toutefois, je constate que si les enceintes sont relativement proches des auditeurs, comme c'est assez souvent le cas dans une pièce dédiée, qui est loin d'avoir les dimensions d'une vraie salle de cinéma, eh bien, des enceintes bipolaires fonctionnent très très bien. Les bronzes FX que vous voyez peuvent être configurés de 2 manières, soit mode bipolaire, soit le mode dipolaire, et ce, à l'aide d'un petit interrupteur situé à l'arrière de l'enceinte. Je vais vous montrer ça, on va la retourner, voilà, et je pense que comme ça, ça va devenir beaucoup plus clair encore. On va même un tout petit peu zoomer, si possible, voilà. Voilà le petit interrupteur en question. Il se trouve ici. Vers le haut, vous êtes en mode bipolaire et vers le bas, vous êtes en mode dipolaire. Il suffit de choisir la position que vous désirez. Bien sûr, n'oublions pas de rappeler en quoi cela consiste. Alors, lorsque les haut-parleurs sont en phase, c'est-à-dire en mode bipolaire, cela veut dire qu'ils vibrent tous ensemble dans la même direction. Les haut-parleurs d'aigus vibrent pour les fréquences aiguës très rapidement, les haut-parleurs de graves vibrent plus lentement puisque ce sont les fréquences graves, mais ils vibrent en phase. Je vais montrer cela très simplement. Lorsque le haut-parleur de gauche et le haut-parleur de droite vibrent, lorsqu'ils se déplacent vers l'avant, ils se déplacent tous les deux vers l'avant. Lorsqu'ils se déplacent vers l'arrière, ils se déplacent tous les deux vers l'arrière. Et le mouvement est donc en phase, c'est le mode bipolaire. En mode dipolaire, par contre, les haut-parleurs de gauche et de droite se retrouvent en phase contraire, c'est-à-dire que lorsque le haut-parleur de gauche va vibrer vers l'avant, celui de droite va vibrer vers l'arrière, et inversement. Donc le mouvement sera celui-ci. Gauche-droite, les haut-parleurs sont en phase inversée. Pourquoi ce mode dipolaire existe-t-il? Eh bien simplement pour donner un effet encore plus diffus au son, aux enceintes d'effet, pour rendre la localisation des sons encore plus difficile et donner une grande impression d'enveloppement sans que l'on ne puisse vraiment définir d'où le son provient. On peut évidemment aisément tester les 2 méthodes, les 2 possibilités et choisir celle qui convient le mieux. Mais je dois avouer que le mode bipolaire, pour un ensemble en 3 dimensions, Dolby Atmos, DTS:X ou Oro 3D, le mode bipolaire convient décidément très bien. Encore un petit mot en ce qui concerne le placement des enceintes surround. Si vous avez 2 couches d'enceintes acoustiques, c'est-à-dire si vous employez des enceintes de plafond ou des enceintes placées en hauteur, la première couche
si je puis m'exprimer ainsi, doit être à peu près à hauteur d'oreille. Vous voyez ici l'arrière de mon petit local. Les deux enceintes surround back sont à hauteur d'oreille un tout petit peu plus haut. Et au-dessus des enceintes, dans l'axe le plus proche possible, correctement, voilà, je relève la caméra, nous découvrons la position des bronzes 1 qui sont en hauteur le plus près possible du plafond, dirigés et inclinés vers la zone d'écoute. Quant aux enceintes latérales, elles doivent se trouver à peu près à la même hauteur que les enceintes surround arrière. Les voici. Voilà, je vais encore un tout petit peu tourner comme ceci et vous découvrez la partie droite du local avec l'enceinte située trop près des auditeurs à cause de cette armoire que je devrais enlever. Mais voilà, en attendant, on fonctionne de cette façon-là et l'amplificateur permet pas mal de corrections pour arranger les choses autant que faire se peut. Il est clair que si vous commencez uniquement avec une base en 5.1 et que vous ne placez pas d'enceinte en hauteur ni incorporée ou accrochée au plafond, à ce moment-là, vos enceintes latérales gauche et droite peuvent être placées plus haut. C'est même recommandé de les mettre 80 cm, voire même 1 mètre au-dessus de la position d'écoute, puisqu'il n'y a plus deux couches mais une seule et l'effet sera enveloppant. Et c'est l'occasion ou jamais de tester alors le mode dipolaire. L'amplificateur principal est un Denon AVRX 4400. Il décode le 7.1.4, c'est-à-dire 7 enceintes à hauteur d'oreille, la première couche, une sortie préamplie pour un ou deux subs qui peuvent être calibrés séparément, c'est très pratique, et 4 enceintes en hauteur, les bronzes 1, hauteur avant, hauteur arrière. Toutefois, il n'a que, si je puis m'exprimer ainsi, 9 amplis internes. Il était par conséquent nécessaire d'avoir un amplificateur supplémentaire pour arriver à ce que nous trouvons ici du 7.1.4. Et pour ce faire, j'ai tout simplement réutilisé mon ancien ampli Denon, un AVR 2310 qui était un 7.1 et qui est équipé de 7 entrées directes vers ces amplificateurs de puissance, donc sans devoir à nouveau passer par le préampli. C'est la fameuse multi-channel input. Voilà, je vais baisser quelque peu la caméra afin de vous montrer l'AVR 2310, voilà. Et ainsi, le tour était joué et je disposais du nombre de canaux que je souhaitais avoir. Avant d'aborder la calibration, la manière de calibrer son installation home cinéma, je dois encore vous présenter une petite enceinte inattendue. Une enceinte qui se trouve fixée au plafond. Vous voyez l'arrière de ma pièce avec le projecteur. Alors je vais continuer de diriger la caméra vers le haut, vers le plafond. Et je vais un peu zoomer, ce sera plus clair. Voilà. Et vous voyez ici une enceinte qui se trouve au-dessus de la zone d'écoute principale. Et cette petite enceinte est intéressante, importante pour la restitution de l'oro 3D. Le Dolby Atmos et le DTS:X n'en font pas usage, mais l'amplificateur Denon étant capable de décoder l'Euro 3D, cette enceinte est utile pour l'Euro 3D. Et l'Euro 3D est un format moins connu, mais c'est un format immersif fantastique qui est conçu par un Belge, Wilfried van Balen, et qui équipe pas mal de salles de cinéma dans le monde. Leur studio se trouve à Mol, en Belgique, et ils se spécialisent apparemment également de plus en plus dans l'enregistrement pur audio de musique, par exemple. Selon les concepteurs de l'Euro 3D, les sons que nous percevons autour de nous peuvent être divisés en 3 couches, 3 hauteurs. Ce qu'il y a autour de nous, dans un angle allant de plus ou moins 15 degrés par rapport à l'horizontale, une deuxième couche plus haut allant de 15 degrés à 75 degrés environ par rapport à l'horizontale toujours, et enfin ce qu'ils ont baptisé The Voice of God, la voix de Dieu, qui est au-dessus de nous et qui va de plus ou moins 15 degrés en partant de la verticale, de part et d'autre de la verticale. Et c'est cette Voice of God que doit restituer cette petite enceinte moniteur audio qui est fixée au plafond.
L'Oro 3D possède également une fonction qui s'appelle l'oromatique, qui est présente dans les amplis Denon et Marantz et qui permet de restituer de manière assez remarquable les effets immersifs de l'Oro 3D à partir de n'importe quelle source, stéréo, 5.1, 7.1 et même ce qui est enregistré en Dolby Atmos, une occasion de comparer pour choisir ce que l'on préfère. Par contre, il ne peut pas traiter le DTSX. Voici un petit schéma représentant les 3 couches de son selon Oro 3D. Parlons à présent donc de la calibration. La plupart des amplis possèdent un système de calibration automatique intégré qui fonctionne à l'aide d'un microphone fourni avec l'appareil. Oh, cela s'appelle de multiples façons selon le fabricant. YPEO, IPAO chez Yamaha par exemple, ou encore AQ-EQ chez Onkyo, Dirac Live chez Emotiva ou chez Arcam, etc. Denon Marantz adopte le système Odyssey qui fonctionne fort bien. On place le micro jusqu'à 8 positions d'écoute différentes et il suffit de suivre les instructions très claires qui apparaissent à l'écran. Mais voyons tout cela d'un peu plus près et en images. Disposez donc le micro livré avec l'appareil sur un trépied. Il doit être parfaitement placé verticalement au lieu d'écoute de référence pour commencer. Voilà, ici vous voyez, il est déjà installé, pas de problème. Et puis nous allons maintenant connecter le câble à l'amplificateur qui se trouve là. Voyons cela de plus près. Allons-y pour la connexion du microphone. Ici, donc il y a un emplacement qui va s'ouvrir. Il y a ici une entrée pour le Setup Microphone et nous insérons cela dans l'appareil, tout simplement, et le reste va déjà automatiquement apparaître à l'écran. Voyez comme c'est simple. Avant de démarrer la calibration, je vais d'abord indiquer à l'amplificateur le nombre d'enceintes acoustiques qui sont connectées, de quelle manière, etc. Donc nous allons monter dans Amplifier Assign, voilà, et là nous choisissons notre configuration. Ici, dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons, nous avons du 11.1, du 7.1.4 pour être précis, mais voilà, et donc je choisis le nombre d'enceintes acoustiques que nous avons à hauteur d'oreille, 5 canaux plus le surround back, j'aurai la possibilité aussi de n'avoir que 5 canaux, ici j'opte pour 7, vous voyez le schéma est très clair à droite et ça vous indique immédiatement comment ça fonctionne et en quoi ça consiste. Je dois désigner ici le nombre d'enceintes que j'ai en hauteur, j'ai 4 enceintes en hauteur, je pourrais n'en avoir que 2 qui seraient par exemple au plafond, je pourrais en avoir 4, ici j'en ai 5 puisque j'ai ajouté le haut-parleur central pour l'Oro 3D au plafond. Puis je vais déterminer le type d'enceinte dont il s'agit. Ça peut être des enceintes placées en hauteur, mais ça pourrait aussi, les enceintes arrière pourraient être placées sur les côtés plutôt qu'à l'arrière, mais à ce moment-là ce ne serait plus compatible avec le DTSX et avec le Dolby Atmos. Donc ici, nous avons la configuration idéale compatible avec les 3 formats, ce qui est l'objectif. Bien sûr, je pourrais avoir un autre genre de configuration où je n'aurais que 2 canaux, par exemple, ici en hauteur, et je pourrais décider que je n'ai pas d'enceinte plafond, mais que je vais quand même installer les enceintes Dolby Enabled dont nous avons déjà parlé, et alors à ce moment-là, je peux choisir, par exemple, j'ai 2 canaux ici plafond, top front, back Dolby Atmos Enabled, ou bien une autre configuration possible, ce serait d'avoir des canaux au plafond placés plus à l'arrière avec des enceintes Dolby Enabled à l'avant. Bref, j'ai une multitude de configurations possibles et l'image vous indique à quoi cela correspond. C'est donc extrêmement facile à configurer. Je reviens à mon réglage de départ. Moi, j'ai donc
quatre enceintes. Ici, en Dolby Enabled, je n'en ai aucune. Ici, je n'ai rien non plus pour le moment. Je remonte et je vais jusqu'à mes 4 enceintes, plus l'enceinte supplémentaire du plafond pour l'Euro 3D. Et vous voyez que j'ai une sortie préamplificateur obligatoire pour les enceintes arrière. Ça pourrait être aussi pour les avances. Là aussi, je peux choisir. Puisque j'ai du 11.1 ou du 7.1.4 comme vous voulez, et que mon ampli principal ne dispose que de 9 amplificateurs intégrés, donc je dois faire appel à mon deuxième amplificateur comme je l'ai expliqué. Bien, voilà, donc nous sommes prêts pour l'assignation des enceintes. Il y a du 7.1.4, j'ai choisi, je peux quitter ce premier menu et je vais rentrer dans la partie suivante, qui est la sélection des canaux. Alors, que vais-je mesurer? Eh bien, vous voyez que j'ai choisi de demander à vos systèmes Odyssey de pratiquer une mesure sur toutes les enceintes. Je peux très bien avoir un haut-parleur d'extrême grave, mais je peux aussi ne pas faire de mesure, ou je peux demander de réaliser une mesure sur 2 enceintes d'extrême grave séparément, et alors vous avez une calibration précise des 2 subwoofers avant de commencer le reste. Le surround back, j'en ai 2, je pourrais n'en avoir qu'un, mais j'en ai 2, et je demande aussi que la mesure porte sur toutes les autres enceintes, avant en hauteur, arrière en hauteur, et l'enceinte de l'Euro 3D placée au plafond. Lorsque mes configurations sont en ordre, je peux démarrer le système Odyssey qui va me calculer tout cela, qui va émettre un certain nombre de sons permettant au micro installé au point de référence de calculer les distances, les volumes, les fréquences de coupure, etc. Allons-y, nous allons faire démarrer cela, ne fût-ce que pour se donner une idée de la manière dont cela va démarrer. Il y a d'abord toute une série d'explications complémentaires, de façon à ce que je n'oublie rien. Tout cela a été fait. Il est important de régler le volume du subwoofer ou des subwoofers à peu près en position médiane et de veiller à ce qu'il soit évidemment branché sur on. Puis je continue et voilà. Je dois aussi ne pas oublier, puisque j'ai un deuxième ampli, de mettre cet amplificateur sous tension. Je continue et voilà. Je peux aller jusqu'à 8 points de mesure. Je ne suis pas obligé de faire les 8 mesures successives, mais si je réalise mes 8 points de mesure, j'aurai un résultat qui sera plus précis et donc meilleur pour le résultat final. Voilà, je continue. Voilà, j'ai placé mon micro, tout ça est parfait, il est en position de référence, c'est le point d'écoute numéro 1, le plus important. Et nous passons à la suite. Il faut qu'il n'y ait pas de bruit dans la pièce pour que ça se passe correctement, sinon ça peut bien évidemment perturber les résultats. Allons-y, commençons le test au point numéro 1. Le système s'assure qu'il y a des subwoofers. Et voilà les tonalités de réglage automatique de l'Odyssey pour le micro. Eh bien, je vais retourner, je vais quitter le système, puisque mon système est déjà calibré, inutile d'aller plus loin, mais nous voyons que la procédure de calibration automatique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quelle que soit la marque, et le système est assez simple. Au terme de toutes les mesures, si vous allez jusqu'aux 8 mesures, vous aurez le résultat le plus complet. Votre système Home Cinéma est calibré, comme je l'ai dit, les distances, les temps de retard, les volumes, les fréquences de coupure, égalisation, etc. Donc le système a tenu compte d'un maximum de paramètres pour vous procurer le plus grand plaisir d'écoute possible. Le système Odyssey fonctionne fort bien, on peut donc s'y fier et démarrer immédiatement un excellent film dans des conditions qui seront fort satisfaisantes.
Bien évidemment, il existe une autre manière de calibrer son installation, qui est la calibration manuelle. Elle n'est pas obsolète. Certaines personnes la préfèrent d'ailleurs aux systèmes automatiques qui ont quand même aussi leurs limites, qui ne sont pas parfaits, et il n'est pas inutile de tester comment cela fonctionne après une calibration tout à fait manuelle. On aura évidemment moins de possibilités d'intervenir sur un certain nombre de paramètres, mais cela peut suffire à donner déjà un résultat excellent à condition d'être équipé de quelques petits accessoires nécessaires que voici. Pour commencer, un sonomètre. En voici deux de générations différentes. Voici un sonomètre plus récent avec affichage digital et ici un sonomètre d'une génération plus ancienne mais qui fonctionne encore très bien, qui est avec un affichage par aiguille, sur une aiguille ici, tout simplement, et dans les deux cas, on peut obtenir des résultats très satisfaisants. Attention quand même à 2 ou 3 petites choses. Veillez à ce que votre sonomètre soit pourvu d'une fixation universelle pour trépied. Sinon, vous auriez très difficile de le fixer sur un trépied. Voilà, ils sont tous les deux équipés donc de la fixation. C'est parfait, c'est très important. Ensuite, il faut aussi que vous puissiez régler la rapidité des mesures. Il faut, pour régler un ensemble home cinéma comme ceci, il faut choisir le réglage lent, le réglage sur slow. Voilà, vous le voyez probablement ici. Donc il y a un bouton permettant de choisir. Je vais le brancher non pas sur fast, mais je vais le brancher sur slow. L'affichage, les successions d'affichage sont plus lentes et cela permet de faire une moyenne plus claire et plus facile. En outre, il faut aussi songer à régler la pondération pour la courbe qui analyse, pour l'analyse de l'acoustique de la pièce et du son sur la position C. Donc vous voyez ici à droite, il y a la position A ou la position C. Il faut choisir la courbe de pondération C. Si vous avez un sonomètre plus ancien de conception classique, eh bien c'est la même chose. Vous réglez ici donc le volume et vous mettez la pondération C et vous choisissez le réglage. Donc je me rapproche un peu parce que là je ne suis pas tout à fait en face de la caméra et ici vous mettez donc non pas sur fast mais vous branchez sur le slow. Voilà pour ce qui est donc du sonomètre. Alors on va voir ça dans un instant avec l'amplificateur. Le but sera de régler l'amplificateur sur 0 décibels et d'obtenir sur toutes les enceintes venant de partout un volume sonore de 75 décibels. Les décibels s'affichent ici sur l'indicateur digital. Si c'est un indicateur analogique avec donc l'aiguille que vous voyez ici, pas de souci non plus. Vous choisissez de le mettre sur 70 décibels. Il y a moyen de mettre 90, 80, 70. Il y a différentes positions. Vous choisissez la position 70 et vous veillez à ce que l'aiguille soit toujours à plus 5, 70 plus 5, 75, donc vous avez le niveau de 75 décibels qui doit venir de toutes les enceintes acoustiques. Ici, ce sera plus simple puisque les 75 décibels vont s'afficher directement sur l'écran. Il y a un petit câble ici qui est raccordé à ce sonomètre-ci parce que cela me permet de lire les résultats directement sur l'ordinateur, ce qui est pratique, ce n'est pas indispensable, mais ça rend les choses plus faciles. Un deuxième accessoire nécessaire pour les mesures manuelles, c'est ce petit appareil. Il y a toute une série de modèles disponibles, mais là, je ferai peut-être mieux de le prendre à l'endroit, ce sera quand même un peu plus clair. Voilà, donc il s'agit d'un mètre précis au laser, donc qui vous permet de calculer toutes les distances à partir du point d'écoute de référence. Vous pointez votre mètre à partir du point d'écoute de référence vers la partie principale de l'enceinte acoustique, vers le haut-parleur principal de l'enceinte acoustique.
chacune des enceintes dans toutes les directions et vous aurez des mesures précises quant aux dimensions qui vous séparent de chacune des enceintes. L'amplificateur se chargera automatiquement de calculer les temps de retard nécessaires afin que, de votre point de référence, vous ayez une cohérence du son et que tous les sons venant de partout vous arrivent quand il faut, au bon moment, parfaitement bien calculés. Voilà pour la méthode manuelle. Nous allons montrer cela encore un tout petit peu plus en détail, de manière imagée. Bien, alors pour les distances, c'est vraiment très simple. Je vais donc aller dans le menu de mon amplificateur et choisir le réglage manuel, entrer ensuite dans distance, et là, c'est très très simple. À l'aide de mon mètre laser, voilà, je vais l'allumer et je vais le pointer tout d'abord vers l'enceinte avant gauche, voilà, je prends la mesure et dès que j'ai noté la mesure, je la note sur mon petit formulaire de référence afin de retenir toutes mes distances. Lorsque c'est fait, je fais la même chose pour l'enceinte centrale. Voilà, ma distance est prise, etc. Pas de souci, il suffit de prendre note des distances à partir du point d'écoute de référence, précisément, c'est-à-dire là où se trouve mon microphone pointé vers le haut, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Je fais cela avec toutes les enceintes acoustiques, je note les résultats et je n'aurai plus qu'à les introduire. Donc vous voyez qu'on peut simplement mettre les distances, enregistrer les distances dans l'amplificateur. Aucun souci. Passons à présent aux mesures du son. Voilà, nous allons pouvoir commencer pour faciliter les choses et que ce soit plus lisible pour vous et plus agréable à voir. J'ai donc raccordé le sonomètre à l'ordinateur de façon à ce que sur l'écran apparaissent également les mesures du sonomètre en même temps que les informations provenant de l'amplificateur. Voilà, je suis donc dans les réglages manuels, je vais dans les niveaux, levels, allons-y, et je vais commencer ma tonalité de test. Parfait. C'est l'enceinte avant gauche qui va diffuser le son pour commencer. Je ne vais plus avoir l'occasion de parler beaucoup dans quelques instants pendant que je vous montre parce que à 0 décibel, nous allons augmenter le volume assez fort. Il est d'ailleurs conseillé de mettre des boules qui est si vous devez faire ce genre de réglage assez longtemps parce que c'est quand même un peu éprouvant pour le système auditif. Voilà. Alors, nous allons augmenter le volume de l'amplificateur sur 0 décibel. Voilà, allons-y. Voilà. Et nous voyons arriver, nous voyons apparaître à l'écran le volume. L'appareil a déjà été calibré. Voilà, je vais diminuer un instant le volume de la tonalité afin de pouvoir ajouter encore quelques petits détails. Nous avons pu constater que lorsque je me suis mis sur 0 décibel, l'installation ayant déjà été calibrée, la puissance sonore correspondait bien à peu près aux 75 décibels. Nous allons le refaire et puis nous allons passer à l'enceinte centrale, puis à l'enceinte de droite et nous allons voir si nous sommes bien dans la puissance indiquée, toujours la plus proche possible, le plus près possible de 75 décibels. Et voilà, il suffit de continuer la même procédure pour toutes les enceintes acoustiques de la pièce et donc, comme je l'ai dit, de veiller à être le plus près possible de 75 décibels. Bien, eh bien si vous avez bien noté tous les résultats et si vous avez enregistré cela dans votre amplificateur, ben vous êtes paré pour de très bons moments home cinéma. Y a-t-il moyen de faire mieux ? Bien sûr, il y a des systèmes de calibration professionnels que l'on peut réaliser
via un ordinateur avec du matériel extrêmement précis qui tiendra compte des moindres détails de l'acoustique de votre pièce. Il y a également moyen de faire appel à un professionnel qui viendra chez vous avec tout ce matériel et qui effectuera un réglage aux tout petits oignons de votre home cinéma. Il faut savoir que cela coûte beaucoup plus cher et qu'avec les réglages de base que nous avons vus ensemble, on peut obtenir déjà un résultat très très agréable et très satisfaisant. Je voudrais ajouter encore une petite observation concernant les fréquences de coupure des enceintes acoustiques. Une bonne base de départ, c'est la règle, si je puis m'exprimer ainsi, du 80-120. C'est-à-dire, on peut très bien, donc cela se paramètre à l'intérieur de l'amplificateur sans aucune difficulté, il y a des fonctions le permettant, et après avoir effectué vos réglages, qu'ils soient calibration automatique ou que vous ayez fait vos réglages manuellement, il y a toujours moyen d'ajuster tous les paramètres que vous voulez. Et justement, les fréquences de coupure, cela vaut la peine parfois de les modifier un peu, tester, écouter, et vous allez vous en rendre compte. Une bonne base de départ serait de partir d'un réglage de coupure à 80 Hz. Ça veut dire que l'on redirige toutes les fréquences en dessous de 80 Hz vers les subwoofers qui sont tout indiqués pour restituer les fréquences graves et extrêmes graves. Même si vos enceintes principales sont plus grandes et descendent assez bien dans le grave, on peut couper à 80 Hz. Ces fréquences de coupure sont ajustables par enceinte acoustique, donc si vraiment vous voulez aller un peu plus bas avec vos enceintes principales, vous pouvez descendre à 60 Hz par exemple. Il arrive par contre que le contraire se présente, donc c'est-à-dire que vos enceintes surround par exemple soient de fort petites enceintes dont vous pouvez constater en consultant la fiche technique qu'elles ne descendent pas en dessous de 100 Hz par exemple. Eh bien, réglez alors la fréquence de coupure sur 120 Hz, allez un petit peu au-dessus de 10 ou de 20 Hz au-dessus de la fréquence minimale de l'enceinte. Et pour le savoir, comme je viens de dire, il suffit de jeter un coup d'œil sur la fiche technique de vos haut-parleurs. Voilà, 80 Hz c'est une bonne base de départ et renvoyer vers les subwoofers, les fréquences qui sont en dessous. Par contre, le subwoofer, lui, vous pouvez le laisser monter sans aucun problème jusqu'à 120 Hz. Il y a un réglage de coupure pour le subwoofer et dans les bandes son enregistrées en 5.1, le canal LFE, Low Frequency Effects, ce canal LFE envoie des fréquences qui normalement ne vont pas au-dessus de 120 Hz. Donc il est inutile d'aller plus haut. Ces fréquences-là, c'est amplement suffisant. Et de toute façon, au plus haut vous demandez à vos subwoofers de restituer les fréquences, au plus vous risquez de ressentir d'où viennent les sons. Les sons extrêmes graves sont peu localisables, mais au plus vous allez monter, au plus les sons vont avoir tendance à être localisables, ce qui n'est pas le but. 120 Hz est une bonne fréquence de coupure pour le subwoofer. Voilà, ça c'est un petit conseil supplémentaire et par la même occasion, je vous rappelle, ne vous trompez pas, dans la connexion de vos câbles Kinch, il y a un petit truc très facile, donc vous avez à l'arrière les câbles Kinch pour connecter tous vos appareils ensemble. Le rouge c'est pour la droite, le noir c'est pour la gauche. Il y a une règle bien simple, red right en anglais, rouge droite. Voilà, on ne risque pas de se tromper, c'est tout simple. Vos subwoofers, si vous disposez de 2 sorties subwoofers sur votre amplificateur et que vous pouvez éventuellement réaliser une précalibration de ces 2 subwoofers indépendamment l'un de l'autre, c'est absolument l'idéal. Si vous n'avez qu'une seule sortie, ou si vous n'utilisez qu'une seule sortie subwoofer, il existe des petits accessoires comme celui-ci, avec un Kinch mâle que vous connectez à votre sortie subwoofer à l'arrière de votre ampli, et il y a deux câbles, c'est un câble en Y, il se dédouble, et vous avez donc alors 2 Kinch femelles permettant de vous connecter de cette façon-là à 2 subwoofers. Si vous réalisez cela, il est bien évident que vous perdez l'avantage de pouvoir les calibrer indépendamment l'un de l'autre. C'est évidemment très dommage. Mais on peut déjà résoudre un des 2 problèmes en plaçant les 2 subwoofers à la même distance par rapport au lieu d'écoute
de référence. Ils ne seront pas au même endroit, mais vous pouvez les mettre à la même distance. Donc déjà, le problème de la distance sera résolu. Et pour le reste, le volume, on peut éventuellement, si vous voulez adapter un peu selon vos goûts, modifier le volume de l'entrée du subwoofer lui-même, puisqu'il y a un réglage possible là aussi. Pour vos haut-parleurs, inutile de vous ruiner dans l'achat de câbles trop coûteux. Prenez cependant garde, veillez à acheter des câbles en pur cuivre d'une part, et que ce soit aussi des câbles OFC, Oxygen Free, donc sans oxygène, désoxygénés, devrait-on dire en français, de façon à ce que ces câbles gardent une bonne qualité longtemps. Voici un câble tout à fait normal pour haut-parleur d'un diamètre d'1,5 mm seulement, 2,5 mm c'est mieux, mais avec le nombre de câbles, on est parfois obligé d'employer un diamètre un petit peu inférieur, en dessous d'1,5 mm, je n'utiliserai certainement pas. Mais voilà, donc vous dénudez environ 1 cm de câble, vous le torsadez et vous le mettez vous le raccordez à vos haut-parleurs et à votre ampli en prenant toujours bien évidemment soin que tout soit en phase. C'est pour ça que un des deux conducteurs, un des deux câbles possède une marque colorée de façon à ne pas vous tromper. Le plus avec le plus et le moins avec le moins et tout va très bien. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir, home cinéma et autres. J'espère que ces quelques informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à me contacter et à me transmettre vos observations, questions ou suggestions. Ce sera très volontiers que j'y répondrai et peut-être à plus pour un autre rendez-vous où nous aurions par exemple l'occasion de parler davantage de l'image, de la vidéoprojection. J'utilise ici encore un vidéoprojecteur Sony Full HD. Il y a beaucoup de possibilités et cela pourrait faire l'objet aussi d'une autre rencontre. Merci de votre attention et portez-vous bien, à plus.